Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché, on parlera de BTC, on verra les clôtures weekly, on parlera de la volatilité. Je m'attends à un gros mouvement cette semaine au vu de la volatilité qui est plutôt basse et un open interest qui est en hausse. On parlera d'Ether, on verra quelques altcoins, on ira check Bitcoin Dominance et Total 3. Et ensuite, on répondra aux commentaires que vous m'avez laissés lors de la dernière vidéo. J'ai pris 2 commentaires assez intéressants. Alors, BTC, on est toujours bloqué entre deux bornes. On va voir notre clôture weekly qui est globalement neutre. On voit qu'on a eu un rejet à la hausse, un rejet à la baisse. Donc, on est dans une zone où on a un intérêt acheteur et vendeur. Et ouais, au vu de la volatilité ici, bon après c'est un peu comme chaque dimanche. Chaque dimanche sur BTC ici, si je me mets à 4 heures, voilà, on commence à flash violet. En fait, c'est un indicateur qui mesure la volatilité, d'accord. Et en général, quand on a une volatilité extrêmement basse, on peut s'attendre à un gros mouvement. Alors, il ne prédit pas si ça va être à la hausse ou à la baisse, mais techniquement, si on vient d'une précédente tendance haussière, ou si on est sur un support, on a plus de chances de réagir dans le sens, d'accord, de ce support. Donc si on est un support, plus de chances qu'il réagisse en tant que support, qu'on le casse bien évidemment, et si on est sur une résistance, inversement. Donc ici, voilà, comme chaque dimanche, un peu le BTC nous fait son flash violet, ce qui nous montre qu'on a une faible volatilité, comme on avait ici, et souvent ouverture du marché US lundi, on peut s'attendre à un gros mouvement, voilà, comme on avait eu ici. Ça c'était quand? Ça c'était également dimanche, faible volatilité, ouverture des marchés lundi, voilà, on avait eu un regain au niveau de la volatilité. Bon, c'est à peu près similaire en général, le week-end ça se calme, et voilà, lundi, mardi, on retrouve de la volatilité. La différence c'est que là, même en daily, la volatilité est plutôt basse. On enchaîne ici des journées à faible volatilité. Sur Ether, si je dis pas de bêtises, on a eu un flash violet. Ouais, ça fait un moment, on parlera d'Ether après, mais ça fait un moment qu'on n'avait pas eu de flash violet. Et alors en daily, bien entendu. Et surtout, si je regarde l'order flow, on a une hausse de l'open interest alors qu'on est ici globalement dans un range, d'accord, on est bloqué entre deux bornes et on a une hausse de l'intérêt. Ça veut dire qu'on a l'open interest, c'est le total des positions ouvertes sur les contrats perpétuels, donc ça soit long comme short. Donc si j'ouvre un long, l'open interest augmente, si j'ouvre un short, l'open interest augmente tout simplement. Donc on voit que on est dans un range et on a de l'intérêt actuellement sur les derniers jours là. Voilà, on est sur un range qui dure maintenant depuis à peu près 10 jours, ce qui nous montre que beaucoup de positions sont ouvertes. Des positions qui sont ouvertes, ça crée de la liquidité, que ça soit de la liquidité au sud comme au nord, et voilà, faudra être très attentif sur cette semaine. On peut s'attendre selon moi à un short squeeze comme à un long squeeze. Donc le setup que je vous avais partagé, que je surveillais, c'était d'aller chercher l'extrémité basse, et bon, on n'y a pas été. Pourtant on réagit toujours bien. Là on avait réagi dans le tunnel 4 heures. Ce qui pose problème maintenant, c'est que je n'ai plus spécialement la confluence que je voulais voir sur ce creux, d'accord. On l'a encore un peu, mais beaucoup moins, d'accord, puisqu'on a un tunnel 4 heures qui est automatiquement haussier. Donc à moins d'y aller dans les prochaines heures, aller lundi, mardi max, d'avoir cette prise de liquidité, réintégration, ça peut être intéressant pour pourquoi pas prendre un long et aller chercher l'extrémité opposée. Mais voilà, tant que je ne vois pas ça, pour moi c'est compliqué de rentrer en position. Comme je dis, on accumule beaucoup de liquidités. Voilà, on a des creux ici à venir chercher, on a ici des sommets à venir chercher, on a une volatilité qui est faible avec un open interest qui augmente. On peut s'attendre, comme je dis, lundi, mardi, à un fort mouvement. Déjà ici, là, sur du court terme, je vais changer de chart, tac. Il y a Bitcoin qui nous a fait du Bitcoin, tout simplement. Phase de range. Samedi, depuis vendredi soir, samedi là, globalement faible volatilité, on crée de la liquidité, que ça soit au nord comme au sud, prise de liquidité, réintégration, on va chercher l'extrémité opposée, à nouveau prise de liquidité. Bon, ce qui est bien, c'est pour le moment on voit que cette zone de support qui faisait office de résistance, on la flippe en support, on a un bon rejet, d'accord, et ça serait bien qu'on clôture comme ça. On a clôturé comme ça en H4, ce qui nous valide une petite pattern, mais voilà, attention au pattern le week-end, alors je vais pas dire c'est moins fiable, mais au vu du volume qui est lui beaucoup plus faible que lorsqu'on a maintenant, depuis qu'on a eu les ETF spot sur BTC, c'est vraiment le marché US, on a beaucoup de volume. En général, aux ouvertures là, dans l'après-midi 15h30, on peut s'atteindre à beaucoup plus de volume qu'en général, d'accord. Et c'est là où aussi le marché prend une direction un peu plus claire. On voit quoi, le week-end il y a beaucoup moins de volume. Déjà que de base il y en avait beaucoup moins avant les ETF spot. Maintenant c'est encore plus significatif et c'est pour ça qu'on a ce genre de faible volatilité. On accumule la liquidité et comme je dis, attention, lundi, mardi, si vous avez des stop loss assez courts, méfiance là-dessus.
Donc sur BTC, toujours bloqué entre deux bornes, pour moi plus de chances d'aller chercher la borne haute au vu de la dynamique qui est haussière à l'intérieur de ce range là, parce que là on commence à être un range, on est sur un range 3 jours, et à l'intérieur de ce range là, ici en daily, on a ici une dynamique haussière, avec une pause à l'intérieur de cette dynamique haussière, on est bloqué dans un range, pour moi on a plus de chances d'aller chercher l'extrémité opposée, surtout que le but d'une réintégration comme ça, c'est d'aller chercher l'extrémité opposée, on a été clairement la chercher, maintenant, on a la liquidité ici, selon moi, qu'on pourrait éventuellement prendre. Alors, je ne sais pas si ensuite, après la TH, on part directement 90 000 $, j'en ai aucune idée. J'ai toujours cette position qui est en cours, qui est ici. Toujours cette position qui est en cours, à break-even, ça bouge pas. Et toujours une target aux alentours des 73 800, 74 000 $. Ça, c'est pour BTC, il n'y a pas grand chose à dire, même sur du court terme, il a été chercher son previous daily low ici, et puis là, il a rapidement réintégré. Pas grand chose à dire là-dessus, que ça soit même ici, au niveau des moyennes mobiles. Le tunnel 15 minutes qui faisait office de résistance, on l'a break, on est passé au-dessus, on a fait un pullback également, on joue aux alentours du tunnel 1 heure. Pour moi, il n'y a pas de tendance claire, d'accord? Quand j'aime bien jouer les pullbacks sur ces moyennes mobiles là, je veux avoir des tunnels qui sont bien verticales, d'accord? Des moyennes mobiles bien orientées à la hausse ou à la baisse. C'est compliqué, selon moi, de se positionner lorsqu'on a un tunnel qui est plat. Ça nous indique tout simplement qu'on est en range, et dans ce cas-là, on ne traite pas la tendance, on traite tout simplement le range, et un range ne se traite pas de la même manière qu'une tendance, d'accord? Donc moi, toujours bullish sur BTC, j'ai pas d'invalidation qui me dit ça y est, c'est la fin sur BTC, donc toujours bullish, mais prudent quand même sur ce que me propose le marché. Ether, hop, niveau volatilité, flash violet, pareil, à chaque fois qu'on a eu un flash violet, en général en daily, ça nous montre que faible volat, on peut s'attendre à un gros mouvement. C'était le cas ici, et au moment où on a regagné de la volatilité, on a une sacrée hausse. La dernière fois qu'on a eu ça, c'était là, puis après, dès qu'on a eu un retour de cette volatilité, on a fait un moins 15%. Bon, ici encore, on peut dire que c'était un faux signal, même si après on a baissé de 12%. Ici le bottom, puis après c'est le gros bottom, ça. Non, il est là le gros bottom. Bref, en général, quand on a comme ça ce genre de flash violet, ça nous indique, ok, méfiance, un gros mouvement se prépare. Et l'intérêt de ce genre d'indicateur, c'est surtout d'augmenter la qualité de vos trades. Parce qu'au moment où ça part, vous avez une amplitude de prix et une volatilité qui est beaucoup plus importante, d'accord? Donc vous pouvez aller chercher des risk rewards beaucoup plus importants. Mais méfiance, parce que on peut bien sûr, c'est pas parce que ça part d'un côté que c'est sûr ça ne va pas ensuite aller de l'autre côté, d'accord? Un peu style ce que a fait le BTC ici en 15 minutes, rien ne nous empêche de faire ça en daily. Mais c'est un indicateur qui peut permettre ça va pas vous permettre d'avoir des entrées plus précises, ça va pas vous permettre de savoir s'il faut acheter au long, mais vous aurez un signal beaucoup plus pertinent au niveau de la qualité, puisque si ça part, comme je dis, vous pouvez vous attendre à de la volatilité, et ça vous évite également de holder une position pendant des heures, voire même des jours, puisque en général, comme je dis, le mouvement est plutôt important. Sinon, lui, sur Ether, ça ne change pas, on est globalement dans un range. Hop, si j'arrive à le tracer. Je crois que j'avais déjà quelque chose de tracé sur Ether, je sais plus où c'est. Je l'ai peut-être plus. Ouais, donc sur Ether, on est dans notre zone de rechargement de short, donc c'est pas la zone idéale clairement pour chercher des longues, ok. Pour le moment, on consolide sur ce niveau-là. Pareil, toujours bullish sur Ether. On attend surtout la news sur les ETF spot quand ils vont être déployés, parce que pour le moment, il n'y a pas d'inflow qui arrive sur Ether. C'est cette news qui va permettre au marché de pricer, bien entendu, et je pense que si ça arrive assez tôt, ça soit juillet, août, en fait, il faut une date. Je pense que c'est la date qui manque pour vraiment avoir un mouvement significatif, chose qu'on n'a pas spécialement eu, d'accord. On a eu la rumeur ici avant la news, puis ensuite il y a eu l'approbation le 23 mai, ok. Depuis il se passe pas grand chose, puisque je pense qu'on attend cette date. Donc actuellement, toujours bullish, comme je l'ai dit. Si je mets des moyennes mobiles, on réagit dans le tunnel 1 heure, ou pas mal ce qu'on fait pour le moment. Tant qu'on maintient ce tunnel 1 heure, c'est plutôt correct. On voit que on avait entamé une petite dynamique baissière ici, avec des creux des sommets de plus en plus bas. On a poussé à l'essoufflement. Tac, on a poussé à l'essoufflement, on le voit ici en 1 heure, on le verra sûrement en 4 heures. Non, on le voit pas spécialement en 4 heures, on le voit surtout en 1 heure. On a ici notre divergence haussière qui est validée, et depuis on a fait des petites patterns de retournement, on break le tunnel 15 minutes, on voit que c'est comme ça, quand on passe d'une dynamique baissière, on va pas tout de suite repartir dans une dynamique haussière, on a des phases de transition, dynamique baissière,
phase de range, puis en plus on est, comme je dis, on est le week-end, donc bon, on peut s'attendre surtout à un mouvement demain, et voilà, à voir si on aura une continuation à la baisse ou à la hausse. Dans tous les cas, comment vous devez trader ce genre de pattern, à l'extrémité haute, on cherche des shorts, l'extrémité basse, on cherche des longues, d'accord. Après, vous prenez profit soit sur les extrémités, vous pouvez également garder une partielle de votre position, par exemple vous shortez ici, vous prenez profit sur l'extrémité basse et vous gardez une petite partie au cas où on a un break, d'accord, mais voilà, n'anticipez jamais la cassure. Par contre, voilà, si on a un break à la hausse, on retrouve des moyens mobiles qui sont bien orientés à la hausse, les pullbacks ici, ça sera de bonnes opportunités, que ça soit à la hausse ou à la baisse, hein. Ici, si on perd ce niveau, c'est un niveau assez important quand même sur Ether, vers les 3650 $. Hop, je vais le retracer, c'est un niveau que j'avais déjà tracé avant, je sais plus ce que j'en ai fait de la charte. Ouais, 3650, si on perd ce niveau, on peut rapidement aller chercher ce niveau-là. Donc là, pareil, sur l'intraday, il pourrait y avoir des opportunités de short pour viser cette target-là, tout simplement. Pour le moment, on anticipe pas la cassure, mais voilà, si on commence à voir le 15 minutes qui passe sous le 1 heure, hop, je vais tout supprimer, on verra mieux. Ici, un 15 minutes qui passe sous le 1 heure, on break ce niveau-là, ok, on n'a pas de réintégration, c'est-à-dire qu'on flippe cette zone de support en résistance. Bon bah là, comme je dis, on peut s'attendre d'aller chercher la prochaine target. Et ouais, on a le tunnel 4 heures qui peut être intéressant à surveiller pour les swing traders si dedans on pose une pattern bullish. Ça c'est pour BTC Ether, niveau l'order flow, on retrouve ici des spreads qui sont positifs. Maintenant, on peut y rester plus longtemps, d'accord. En général, oui, c'est mieux de se positionner lorsqu'on a ici des spreads négatifs, ça nous montre qu'on a un désintérêt sur le marché, que les gens n'y croient pas, d'accord. C'est intéressant, hein. En fait, les spreads, hein, c'est la différence entre le contrat perpétuel et le contrat spot, ça permet de mesurer s'il y a plus de demandes sur le contrat perpétuel ou sur le contrat spot. Et actuellement, il y a plus de demandes sur le contrat perpétuel, que ça soit sur BTC ou sur Ether. Et ça, on peut le voir, hein. Hop, ici j'ai le contrat, ça c'est Binance, contrat spot, et ici j'ai le contrat perpétuel de Binance. On voit qu'il y a un spread, d'accord, entre le prix, on voit qu'on n'a pas le même prix. Et ce même prix, il est calculé tout simplement ici, d'accord. Donc s'il y a plus de demandes sur le contrat perpétuel, les gens utilisent les effets de levier, les gens ils sont confiants, ils sont sereins. C'est pas pour ça que c'est un top de marché, mais ça nous indique, ok, attention, il y a un peu d'euphorie. Vaut mieux se positionner sur des zones comme ça de bottom. On a des spreads qui sont globalement négatifs. Hop, ça c'est pour BTC. Ether, ce que je surveille tout le temps, c'est la Bitcoin dominance. Pour le moment, on n'a pas de clôture weekly qui nous indique comme quoi on a une réintégration et un retournement. Voilà, on est toujours sur ce niveau de support, donc pareil, on n'anticipe pas la cassure. Moi vraiment, là où je vais être attentif, c'est si on commence à avoir une clôture weekly sous ce niveau-là, d'accord. Réintégration d'un précédent range, donc déjà grande chance d'aller chercher la borne opposée. On peut voir ça comme une déviation ici, donc revenir chercher les 51, 52, 52%, et surtout pattern de retournement qui pourrait nous signifier la fin de toute cette dynamique haussière sur la Bitcoin dominance. C'est un peu ce qu'on attend pour retrouver des altcoins qui performent bien, et voilà, on peut le dire, une altcoin season tout simplement. Pour le moment, pareil, sur Total 3, on est globalement bloqué dans un range ici. Voilà, on est bloqué entre deux bornes, on n'arrive pas à réellement le break. On voit ici, on l'a break, mais on l'a rapidement réintégré. Ouais, c'est pas pour le moment. Voilà, les altcoins sont plutôt c'est mou. Donc de la même manière, ce qu'on avait vu, concentrez-vous sur des altcoins qui sont fortes. Deux noms là en altcoins qui sont fortes, il y a des mêmes coins. On a PEP, voilà, on met des moyennes mobiles. Hein, hop. Voilà, les moyennes mobiles sont orientées à la hausse. On consolide aux alentours du tunnel d'heure, et voilà, ça c'est une altcoin qui est forte. On a d'autres altcoins, Bonk, ouais, ça va, mais aller sur résistance c'est moins incroyable. Je vais essayer de chercher de tête, qu'est-ce qu'on a comme fort. On a High, parce que j'avais pris des profits dessus, de mon côté sur du long terme, mais ça c'est une altcoin qui est forte. Ça, pour de la continuation de tendance, c'est parfait, d'accord. Là-dessus, on cherche absolument pas des shorts, on cherche bien sûr des longs, d'accord. Mais voilà, ça c'est une altcoin qui est forte. Les moyennes mobiles sont bien orientées à la hausse, on a un vrai flux acheteur, voilà, que ce soit en 4 heures, que ce soit en daily, ça c'est parfait pour faire de la continuation de tendance. On a AR qui a bien performé, mémoire. Ouais, AR elle est forte quand même si on a un momentum qui est un peu plus faible que sur High que je vous ai montré juste avant. Ça reste une altcoin qui est forte, mais sur résistance. Donc le but c'est de payer les replis, d'accord, et soit décharger sur résistance, soit vous pouvez décharger une partie sur résistance et garder une partie au cas où a fait ici un nouveau sommet. Mais AR c'est une altcoin qui est forte. Moi j'aime bien BNB, hein. Toujours BNB, je surveille. Voilà, toujours dans cette phase de compression.
Et pareil, voilà, des moyennes mobiles qui sont bien orientés à la hausse, faible volatilité. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est si on s'affranchit des précédents sommets. Moi, j'étais déjà rentré en position au moment du break ici. Pour le moment, toujours en position et aller chercher des targets. Pour moi, si ça pète ici, on peut aller faire un nouvel ATH. Donc BNB qui est clairement à surveiller. On peut check le marché US avant de terminer. Alors, S&P. S&P, il y a eu un excellent rejet. Il y a eu un excellent rejet avec une bonne clôture 4 heures, ici une bonne clôture daily, ok, prise de liquidité, réaction au niveau des acheteurs, ouais, c'était plutôt pas mal ici dans le tunnel 4 heures, donc comme je vous l'avais dit, il y avait des opportunités de faire de la continuation de tendance en cherchant des shorts sur le tunnel 15 minutes, d'accord, comme on a eu ici. Alors le but, c'est pas de placer un ordre bêtement en attente d'être exécuté ici, un ordre de vente, parce que si on y va d'un coup comme ça, vous faites exécuter, vous faites liquider, vous faites stop au-dessus. Non, le but c'est, ok, vous localisez vos entrées, et au moment où on y va, vous voulez voir une réaction. Si on a un ravalement, une pattern de top, là ok, vous pouvez rentrer. Mais par exemple là, vous ne rentrez pas sur une bougie comme ça haussière. Non, c'est stupide, bien entendu. Le mouvement, s'il est haussier à ce moment-là, on le laisse, soit il y a un épuisement, quelque chose qui montre que des vendeurs sont de retour, mais sinon on se met pas à contre-courant, bien entendu. Donc bonne réaction dans le tunnel 4 heures, très bonne clôture. Maintenant c'est compliqué de se positionner là-dessus, à moins d'avoir ici un retracement, parce qu'on est quand même sur un rebond V-bottom. Ces rebonds V-bottom sont souvent transformés en W, donc avoir un pullback, alors là vous mettez un Fibo, 0,5, 0,118 de Fibonacci, c'est une bonne zone. Là cette zone-là, on a une bonne confluence, ouais, ici. On a sûrement les 0,5 de retracement vers les 5250 $. C'est une bonne zone. Donc si on a un pullback ici, c'est une zone qui peut clairement s'acheter. Maintenant, actuellement, c'est compliqué. Parce qu'on doit être proche, ouais. On a buté pile sur les 0,118. Donc ouais, compliqué de rentrer sur ce niveau-là. Ça, c'est pour le S&P et le Nasdaq. Pareil, on a une bonne réaction dans le tunnel 4 heures. Maintenant, on est toujours sous des moyennes mobiles. On est actuellement dans le tunnel 15 minutes. Donc, à voir l'ouverture du marché. Comment le marché réagira sur ce niveau de résistance. Voilà. Alors, on va répondre aux commentaires. Je les ai mis ici. 2 commentaires intéressants. Alors n'hésitez pas à poser vos commentaires, je vous avais dit la dernière fois qu'on va essayer de mettre en place quelque chose d'assez sympa à la fin de chaque update comme ça que je fais sur le BTC, je prends 1 ou 2 commentaires et je les réponds. J'y réponds en public, comme ça permet à tout le monde d'avoir une réponse assez globale et ça peut clairement vous aider. Alors, Alexandre qui me dit, j'adore le concept de répondre aux commentaires, ça nous rapproche de toi en tant que communauté. Une question que je me pose souvent, pourquoi durant un bull run, on ne prendrait pas des profits en une fois lorsque le marché est proche d'un top? Admettons, j'ai mon portfolio spot et je compte tout vendre d'un coup lorsque BTC s'approche des 120K. Est-ce une stratégie intéressante? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Alors, tout vendre d'un coup, en fait, ce que j'aime bien, c'est tu dis... une fois que le marché est proche d'un top. Sauf que, comment tu sais que le marché est proche d'un top? Tu sais jamais que le marché est proche d'un top. Et c'est assez simple. Je vais prendre une charte. Je vais prendre ça. Je sais plus c'était quoi ça. C'était sûrement un test. Hop. On va prendre une charte comme ça. Ici, à quel moment on a parlé de top de marché? En plus, j'ai une vidéo là-dessus. J'ai une vidéo très pertinente. Je vous invite à aller la voir. C'est la toute première. C'est celle-ci. Je vous invite à aller la voir, elle est très pertinente et je vais un peu vous expliquer, mais allez la voir, elle est plus complète. À partir de quel moment, ici, on a parlé d'un top de marché? On en a parlé quand on a break ce niveau-là, d'accord? À la limite, ici, ça commence à parler de top de marché, mais globalement, ce top de marché, on a vraiment parlé ici d'un bear market. Quand on a une réaction comme ça du marché, à ce moment-là, personne parle de bear market. Ici, personne parle de bear market. On est juste sur une correction. Déjà, on est sur un moins 30, allez, moins 30%. Donc déjà, tu prends moins 30% sur ton wallet. Mais personne parle de bear market à ce moment-là. On pense tous qu'on va avoir une réaction comme ça. Le marché corrige encore plus profondément. Ici, ouais, ça commence un peu, mais c'est léger. Par contre, quand on commence à aller ici et break, là, ok. Là, on parlait d'un top de marché. Comme ici. Ici, moi, je crois que c'était le 10 janvier, j'ai la date encore en tête, je fais une vidéo, je vous dis, pour moi, ici, on est sur un bottom de marché et il y aura très peu de chances d'aller chercher les 14 000 $. On aura au moins un rebond aux 30 000 $. J'excluais pas d'aller chercher ce niveau-là, mais j'avais de fortes chances d'aller aux 30 000 $ et ensuite voir comment le marché allait réagir. Maintenant, ce bottom de marché, ici qu'on a posé, structure en W. À quel moment on a parlé que c'était un bottom? Ici, personne n'a parlé que c'était un bottom. Ici, pas trop. Par contre, là, ok. Quand on a break les 30 000 $, là, on a parlé qu'on était sur un bottom de marché. Sauf qu'on était déjà sur une hausse de x2. Le top de marché, que tu parles à 120 000 $,
tu seras jamais sûr. C'est-à-dire quand on va y aller, tu ne seras jamais sûr si c'est un top de marché, d'accord? Alors tu peux avoir des patterns de distribution, une épaule tête épaule, quelque chose qui te dit ok, le marché se retourne. Oui, bon, ça c'est dans le meilleur des mondes, on le fait pas tout le temps, d'accord? Se dire que c'est obligé sur un top de marché, il y a une structure de top, il y a une épaule tête épaule ou un truc comme ça, c'est pas aussi beau que ça. Il y en avait eu une en 2017, ok, on avait eu ici un M-top. Bon, la différence, c'est que le M-top, quand il se valide, à ce niveau-là, oui, on a un M-top, maintenant il se valide à 11 000 $, sachant qu'on a un marché qui a été à 20 000 $. Donc on voit que l'amplitude de prix, elle est assez importante quand même. Donc si on va chercher ce niveau-là, toi dans ton commentaire, tu me dis, voilà, tac tac tac, le marché est proche d'un top. Comme je dis, tu seras jamais sûr à 100% que le marché est proche d'un top. Donc c'est sûr que si tu vends tout, et que t'es sur un top de marché, là c'est sûr que t'es un génie, félicitations, t'as fait le coup du siècle et t'es trop bien et tu vas clairement pouvoir bien profiter de ton capital pour racheter plus bas. Mais le problème c'est que la probabilité que tu trouves le top exact, elle est presque nulle, d'accord? Le but, clairement, parce que le problème c'est si tu vends tout et que ce n'est pas un top, et que le marché au lieu de faire son top à 120 000, il fait quelque chose comme ça, ok? Tu vas te retrouver, au final, à FOMO, et racheter beaucoup plus haut, où là, ça se trouve, on sera sur un top de marché. Donc moi, la stratégie de tout vendre d'un coup, que ça soit tous tes altcoins, tout d'un coup, de partir de, t'as peut-être 80-90% de ton capital qui est en crypto, alors quand je dis capital, je dis pas patrimoine, je dis capital alloué au crypto, et que tu te dis, ok, bah d'un coup, je passe à 100% USDT, pour moi, c'est une connerie, parce que si le marché va à contresens de ce que tu avais prévu, tu vas le regretter fort, et surtout, tu vas acheter beaucoup plus haut, d'accord? Ou au moins, même si tu n'achètes pas beaucoup plus haut, tu vas passer à côté d'un mouvement. Pour moi, la meilleure chose à faire, c'est de prendre des profits sur la montée, d'accord? Alors, si tu penses que les 120 000 $, et je le pense aussi, c'est un niveau important, tu peux renforcer ta prise de profit, mais moi, à 120 000 $, je ne vais pas tout sortir, d'accord? Pour moi, c'est pas une bonne chose à faire, et si fonctionner de cette manière-là, ça peut marcher si t'as le top, c'est parfait, mais si tu l'as pas, et il y a plus de chances que tu ne l'aies pas, bah tu vas plus le regretter en faisant des erreurs par la suite. Donc je te déconseille selon moi, après, tu fais ce que tu veux, t'es assez libre dans tes décisions, bien entendu, et encore heureux, mais pour moi, c'est pas une bonne idée de tout sortir d'un coup, que ça soit sur BTC ou que ça soit sur les altcoins. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Alors Murga qui me dit salut et merci pour le contenu, que penses-tu de la théorie des diminished returns qui donnerait un top de marché sur BTC à 80-85K à plus? Alors je me suis un peu renseigné parce que je ne connaissais pas du tout ce que c'était. Je me suis un peu renseigné. En gros, c'est un concept qui parle de rendement décroissant. Donc voilà, on a ici un graphique, on a donc l'axe vertical ici qui représente l'output, donc la production totale, et l'axe des abscisses qui représente tout simplement les ressources totales utilisées, d'accord? On a notre première phase où on va avoir beaucoup de ressources utilisées qui vont permettre d'améliorer la production totale. Et avec le temps, même en ayant une augmentation des ressources utilisées, la production totale va globalement baisser. D'accord? Donc c'est une théorie qui comprend que voilà, on a des rendements décroissants, même en augmentant les ressources totales. Et ça peut s'appliquer dans certains concepts. On va prendre quelque chose très très simple. Hein. Admettons que vous avez ici une ferme agricole. D'accord? Vous avez un secteur où vous avez une ferme agricole. Au début, on va ajouter des travailleurs, d'accord? On va ajouter des personnes qui vont travailler à la ferme, d'accord? Qui vont utiliser les terres, les zones, leur emplacement, l'équipement, etc. et qui vont du coup augmenter la production. Donc on va dire 5 personnes, d'accord? À un moment, on va continuer à ajouter un nombre de personnes. C'est ce qui est dit ici, ok? On augmente la production. Le problème c'est quoi? C'est que en augmentant le nombre de travailleurs, l'espace de travail va devenir saturé, d'accord? Et à chaque fois qu'on augmente un travailleur en plus, ça contribue de moins en moins à la production, d'accord? Et c'est là où on a un ralentissement, ok? Et quand on continue, si on persévère, on augmente encore plus, si on embauche encore plus de travailleurs, carrément ils vont commencer à se gêner mutuellement, ça va pas du tout être productif, et là on arrive sur une phase où on a une production automatiquement qui baisse. Ça marche dans certains cas, par exemple là j'ai pris un exemple avec les fermes agricoles. Maintenant, est-ce que ça peut fonctionner avec le BTC? Peut-être que tu te poses la question, ok, si on augmente le nombre de mineurs, ce nombre de mineurs augmente, du coup le taux de hash rate augmente avec le temps, est-ce que ça va pas réduire l'impact sur le BTC? Ça fonctionne différemment, puisque
à la différence, c'est que les mineurs qui vont sécuriser le réseau et valider les transactions, ok, ils apportent de la puissance de calcul pour résoudre, on va dire, un problème mathématique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un bloc est miné tous les 10 minutes, d'accord? Sauf que cette capacité à miner un bloc tous les 10 minutes, donc la difficulté de résoudre cette équation mathématique, elle est ajustée, d'accord? La difficulté du minage, elle est ajustée toutes les 14 jours, d'accord? Plus il va y avoir de mineurs, automatiquement plus il va y avoir de puissance de calcul, et techniquement plus on va pouvoir valider le bloc plus rapidement. Mais ça, c'est pendant cette phase de 14 jours. C'est-à-dire que la moyenne, c'est 10 minutes. C'est une moyenne, ça va être des fois plus, ça va être des fois moins, mais on va dire que c'est 10 minutes, ok? Si, là, demain, on augmente énormément le nombre de mineurs, ça va passer peut-être à 9,5 minutes, d'accord? 9 minutes, 30 secondes, voire 9 minutes, ok? Sauf qu'au bout de 14 jours, cette difficulté de minage va être ajustée et va repasser à 10 minutes, ok? Et ça, c'est ce qu'on retrouve pas dans l'exemple que j'expliquais avec les fermes agricoles, tout simplement. Donc déjà, cette théorie sur, alors ça dépend si tu parles d'un point de vue prix ou déjà d'un point de vue difficulté de minage, etc. Mais déjà, ça marche pas avec d'un point de vue difficulté de minage. Maintenant, peut-être que tu te dis, ok, la croissance du BTC avec le temps est beaucoup moins exponentielle, hein, parce que dans ici l'exemple, on a quelque chose qui est fortement exponentiel, c'est normal. La ferme vient de se créer, on augmente, on ajoute des personnels, au début, tout se passe bien, ok, la production est à fond. Et après, avec le temps, c'est là où elle se calme. Sur BTC, on voit bien que les hausses sont de plus en plus faibles. C'est normal. Il y a beaucoup plus le market cap est beaucoup plus important, d'accord? Et c'est comme une altcoin. Une altcoin, quand elle est faiblement capitalisée, elle peut faire des performances hallucinantes au début, mais plus le temps passe, plus elle va se calmer, d'accord? Dogecoin qui a fait une performance hallucinante lors du précédent cycle, Dogecoin ne va pas refaire un x100, d'accord? Ce n'est pas possible. Et les performances que le BTC a fait, oui, se réduisent avec le temps. Ici, on est sur un 30 000% à peu près. Ici, on est sur un 7000. Ici, on avait fait un x16 à peu près. Hop. On avait fait un x16. Et voilà, c'est normal, ça se calme avec le temps. C'est tout à fait logique, d'accord? On a un actif qui est beaucoup plus capitalisé. Le S&P, demain, il va pas faire un x2. C'est tout à fait normal. Et je prends le S&P, je peux prendre Apple, je peux prendre d'autres Apple. Alors, je sais pas si c'est le meilleur exemple. Du coup. Mais bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple Apple, mais ce que je veux faire comprendre, c'est plus un actif est capitalisé, techniquement, moins il fera des performances incroyables. En tout cas, en une journée, 2 jours, oui, sur le long terme, il peut continuer à croître, bien entendu, mais voilà, plus il sera capitalisé et moins il fera une grosse performance. Maintenant, est-ce que c'est pour ça que le BTC, on va passer dans ce genre de courbe? Donc, si je suis la logique, comme je dis, j'ai pas étudié à fond le truc, j'ai juste essayé de comprendre, et voilà, je me suis fait un scénario en comparant la vie réelle avec une ferme agricole, et ici, le marché, je m'attends pas à quelque chose comme ça, d'accord? C'est pas parce qu'il y a plus de mineurs que ça va impacter le marché. On va avoir ici une production qui va être à la baisse. Surtout, il y a quelque chose qu'on ne prend pas en plus en compte, c'est qu'on a une supply qui est limitée, d'accord, et on réduit également la récompense des mineurs. Et en réduisant cette récompense des mineurs, on a un taux de hash rate qui continue à augmenter. Voilà. Donc, comme je dis, j'ai pas spécialement étudié à 100% le sujet en allant dans les détails du diminishing returns, mais c'était intéressant juste rapidement de check ce que ça représentait. Je dis pas ce que j'ai dit est bon ou pas, mais voilà, j'ai juste essayé de raisonner avec ce que j'avais comme connaissance assez rapidement sur le sujet. Voilà, rien d'autre à ajouter, n'hésitez pas à me reposer des commentaires comme ça, c'est assez intéressant, ça permet d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.